Et on te voit, vous voyez. Merci infiniment d'être là. C'est vraiment très plaisir de voir cette salle pleine. Là, c'était plein dès mercredi. Donc bon, vous avez une place, donc vous le savez, on peut préacheter les places une voire 2 semaines à l'avance. Et vraiment pensez-y parce que vous voyez, ça vaut le coup, croyez-moi. J'en profite de votre présence avant d'accueillir l'équipe du film. On va un petit peu de pub maison parce que dimanche, on lance un nouveau cycle du cinéma patrimoine à l'initiative d'une jeune montreuilloise qui s'appelle Mélissa Bianco, qui est par ailleurs programmatrice sur la plateforme Mubi et qui nous a proposé un cycle qui s'appelle Maestra autour des films réalisés par des réalisatrices du cinéma de patrimoine. Et donc dimanche, si vous ne l'avez pas déjà vu, et si vous l'avez déjà vu peut-être, aurez-vous envie de le revoir, on diffuse un Ange à la table de Jeanne Campion à 14h et ce sera commenté, suivi de discussion avec Mélissa, et je vous invite vraiment à profiter de cette projection et de ce nouveau cycle qu'on met en place. Et puis je vais un tout petit peu plus loin, mardi soir, on recevra Henri Montagne pour ton mariage. Je rencontre avec un réalisateur de documentaires. Voilà. Vous êtes libre mardi de découvrir aussi ce très beau documentaire. Mais sans plus attendre, j'appelle à me rejoindre l'équipe du Jardin des Juifs, le réalisateur Noé Debré. De micro. On sera rejoint tout à l'heure par Agnès Jaoui. Je crois que c'est dans une salle, c'est ça? Non. Non, je pense que on se retrouvera tout à l'heure pour discuter, mais... Non, elle a vachement moins de temps libre que nous. Elle a vachement moins de temps libre que nous. Agnès. Non, d'ailleurs, je vois votre inquiétude, elle va vraiment venir. Que nous. Notre acteur, là, qui n'est pas venu, mais on va pas dire. On est ravis de vous présenter le film et je ne sais jamais quoi dire au début en fait. C'est un exercice difficile. Pardon ? C'est un exercice difficile. Ouais, c'est terrible. Et voilà, on est ravis. On a fait quelques projections déjà, mais c'est à chaque fois différent. Et on a hâte de parler du film avec vous. C'est pas mal, c'est un bon début. Non, bah, merci beaucoup d'être venu et que dire aussi, c'est difficile de trouver aussi les mots quand on ne sait pas trop quoi dire au début. On sait quoi dire, mais en fait on a juste une page blanche dans la tête. Et, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et non, bah, l'export des CP est fait, les dés sont jetés, quoi. Merci et bon film. Je voulais remercier notre partenaire Rancaro Méliès, l'association de spectateurs qui là ce soir est très fidèle. Et aussi merci à Vital, distributeur du film, qui nous a permis d'organiser cette première. Et merci à tous les trois. Et on se retrouve tout à l'heure pour la rencontre. Noé Debré, Michael Zindel, Agnès Jaoui. C'est mieux avec le micro. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Je vais, comme d'habitude, poser quelques premières questions et dès que vous avez envie de prendre la parole, signalez-vous. Parce que, bien sûr, aussi pour cet échange. Peut-être, Noé, je vais te poser la première question. C'est ton premier long métrage que tu as écrit et réalisé. Peut-être tout simplement te demander comment tu as eu envie de raconter l'histoire de cette famille de 2 personnes. Et peut-être comment t'es venue l'idée de ce ton poétique et humoristique si particulier.
Bien sûr. L'idée du film est venue, j'ai vu un court-métrage allemand dans un festival dans lequel il y avait un court-métrage que j'avais réalisé qui était projeté. Et bref, dans ce film, ça raconte l'histoire d'un jeune juif russe en Allemagne, et il y avait cette image de ce type qui se balade au milieu de Tours. Et ça m'a frappé, je me suis dit que cette histoire des juifs des quartiers populaires en France n'avait pas été racontée, cette histoire contemporaine. Mais presque immédiatement, j'ai eu comme un mouvement de recul par rapport à ce sujet très compliqué, et c'est là que j'ai pensé à Michael Zindel. C'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens. Voilà, je me suis dit que si c'était Michael si c'était Michael qui interprétait le personnage, en fait, il m'amènerait à un endroit de poésie et de comédie qui me permettrait de prendre le sujet différemment. Michael avait déjà joué dans certains de tes courts-métrages, je crois. Voilà, on avait déjà travaillé ensemble dans deux courts-métrages, dans lesquels il avait des rôles secondaires, mais c'était inévitable, j'allais finir par écrire quelque chose entièrement pour Michael. Donc je me suis résolu. Tu avais envie. Peut-être on peut te demander, Michael, comment toi tu as accueilli ce projet de long-métrage de premier rôle, de rôle quasiment de chaque plan, et cet univers aussi, que tu connaissais, j'imagine, puisque tu as tourné avec Noé, mais développé sur un long-métrage, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi déjà, j'étais pion à l'époque. Et je voulais trop faire une carrière dans le pion, donc j'ai un peu hésité et tout. Sauf que, en fait, Noé m'a menacé un jour. Il m'a dit, si tu fais pas ça, je te jure. Et donc j'ai accepté, quoi. Je comprends. Je vais rester au collège où j'étais. Il n'est peut-être pas trop tard. Hein, non, ça va, maintenant, ça y est, maintenant ça y est, quoi. C'est trop tard. Je pense que tu as fait le bon choix. Mais est-ce que ce passage, dans le dossier de presse, on parle d'un peu de référence à Chaplin, un personnage qui... Désolée, mon micro saute, je vais aller enchaîner cette question. Moi, j'ai pensé aussi à un genre de Monsieur Hulot, un personnage qui n'est pas vraiment en prise avec la réalité, mais quand même qui a une certaine influence dessus, éventuellement par ses mensonges, ou plutôt ses inventions. Est-ce que, je ne sais pas si c'est ce genre de direction dans laquelle tu as pu aller ou d'autres? C'était pas vraiment Monsieur Hulot. Mais en fait, on a fait pas mal de trucs. Gaston Lagaffe, Jacques Tati, Chaplin et tout. On a fait pas mal de trucs. Alors en fait, moi, je me suis inspiré de 3 protagonistes, de 3 films différents. Forcément. Non, pas forcément. Et je me suis inspiré du protagoniste d'Adam Sandler dans Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson, du protagoniste de Mathieu Kassovitz dans Regarde les hommes tombés, de Jacques Audiard, qui est le premier film de Jacques Audiard, et de Marcelo Fonte dans le film Dogman de Mathieu Garéon. En gros, je précise, ouais. Et bizarrement, le mélange des 3 donne du Jacques Tati, Monsieur Hulot, je sais pas. Mais peut-être que si j'avais été inspiré de Monsieur Hulot ou Jacques Tati, ça aurait peut-être donné du j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Mais c'est bon à savoir. Je ne m'attendais pas à cette réponse. De manière générale, ça va. Ça a l'air génial. Un petit peu dans la même idée, j'ai envie de te demander peut-être comment tu as, toi, reçu ce scénario et comment on peut... Je vais aller changer de micro. Comment on peut imaginer de projeter ce personnage dans cette... la comédie et de la poésie dans ce personnage qui traverse une histoire vraiment dramatique pour le coup. Comment est-ce que ça t'a... comment est-ce que tu as reçu cette proposition? Bien. Et par la poste, mais c'est pratique. Non, il y a... c'est le premier film que je fais où je suis raciste, où je meurs et où je suis si bien habillée. Ça donne... Et t'as dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit,
ces 3 propositions-là, on va refuser. Est-ce que vous avez des premières questions? Faut pas hésiter, hein. Vous voyez, moi, je suis vraiment surprise par la réponse. Ah, je l'avais pas vu, pardon. Bonsoir, messieurs, dames. Shalom. Je veux savoir pourquoi le dernier. Pourquoi le dernier? Ouais. Pourquoi le dernier est dans le titre? Oui. Non, ça faisait juste le juif. C'était vraiment... C'était un peu... C'est vraiment comme titre. Non, moi, la première... Alors ça va pas. Le premier, en fait, moi, très basiquement, à la base, c'est parce que je pensais au dernier des Mohicans, hein, je crois. Et j'aimais bien, il y a un côté polysémique dans le dernier des Juifs, on entend plein de choses. Il y a le dernier Juif, mais le dernier des Juifs, c'est aussi un peu le pire des Juifs. C'est un peu le pire Juif aussi. En même temps, c'est le dernier des Juifs, c'est peut-être le dernier vrai Juif. Donc il y a plein de choses que je trouve. Il y a une ironie, et il y a une charge dramatique et comique dans ce titre qui m'a tout de suite semblé évidente et très et auquel je trouve que le film ressemble au final. Maintenant, je vais vous passer le micro parce que je ne vous entendra pas du tout. Bonjour, merci et bravo. J'avais une petite question. Est-ce que c'est un sujet que vous aviez envie d'aborder depuis longtemps ou pas? Et est-ce que le scénario a changé aussi au contact de Agnès et de Mickaël? Est-ce que le sujet... Non, en fait, moi, je m'en serais bien passé de ce sujet, pour être tout à fait honnête. J'avais pas du tout envie de faire un film sur les Juifs, de base. Et le film s'est un peu imposé dans une forme de nécessité, d'évidence aussi, avec Mickaël. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai écrit à Agnès quand je l'ai contacté pour faire le film. Je lui ai dit que j'avais vraiment pas envie de faire un film sur les Juifs. Et je suis sûr que vous non plus. Et donc, faisons-le ensemble. Et voilà. Et ensuite, comme je disais, par rapport à Mickaël, le film s'est un peu écrit pour lui. Donc, de fait, le scénario porte sa trace. Par exemple, Mickaël est effectivement rappeur, comme le personnage, entre autres choses. Vous, ça puisse l'être. Et ensuite, on a travaillé quand même tous les trois. Et je me rends pas compte parce que un scénario comme ça, c'est un peu progressivement enterré sous les couches du tournage, du montage. Et donc je l'ai pas relu. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense que c'est très proche de ce que vous avez envoyé. Ouais, je crois aussi, mais... Il y avait quand même des scènes un peu tiroirs que j'avais écrites. Ah oui. C'était des scènes un peu, des situations qui étaient extérieures au scénario. C'était des situations extérieures au scénario en fait que Noé avait écrit, donc qui n'étaient pas dans le scénario. Et de temps en temps, quand on terminait en avance, comme les enfants un peu, on avait droit à la petite info. Donc il y a quand même des petits trucs qui ont un peu changé. Oui, il y a quelques scènes en plus. Il y a des choses. Il y a dans la scène dans la voiture, par exemple, où la scène dans la voiture, il part vendre des pompes à chaleur. Dans la première partie de cette scène, il parle des clignotants. Il dit les clignotants, ça rien aux États-Unis. On dit prends ta chance. Tout ça, c'est brillant et c'est pas de moi du tout. C'est une improvisation de Solal. Et on a tourné comme ça pendant 1 heure dans cette voiture où il racontait n'importe quoi pendant 1 heure. Et on est allé prendre. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à garder, mais on ne pouvait pas mettre 1 heure de bagnole au milieu du film, ça aurait été bizarre. Et donc on a juste gardé ce passage. Gros travail de montage, donc. Épuisant.
yeux. Écoutez, merci beaucoup parce que moi j'étais super émue par plein de scènes, au rire, aux larmes, hein, vraiment bravo. Tout le monde formidable, hein. Félicitations. C'est Michael Zindel, votre nom? Ah, vous êtes super. Franchement, restez comme ça. À la Charlie Chaplin, là, c'est burlesque, tout bien. Merci bien sûr, Agnès Jaoui, évidemment, tout le monde. C'est vraiment une belle équipe de comédiens et de comédiennes, tout le monde. Juste une chose, le dernier des Juifs, il me semble, c'est une phrase qui a été prononcée par un des survivants du ghetto de Varsovie ou de lieux similaires, de mise à mort, puisqu'on ne dit plus camp d'extermination, n'est-ce pas? On dit site de mise à mort. C'est ce que les historiens en ce moment expliquent. Je trouve que ce film, c'est courageux de le présenter en Seine-Saint-Denis, mais au Méliès, on est multiculti, comme on dit à Berlin, donc c'est très bien. Je sais que ça a été peut-être compliqué de le distribuer ailleurs, et je remercie le cinéma Méliès et les autres cinémas qui le présentent, parce que j'ai entendu peut-être aussi une de vos interviews, et j'aimerais que vous en parliez, parce que il est important d'expliquer le pourquoi du comment de ce film, qu'il a sa place, que c'est une œuvre artistique en soi. Il y a plein de choses et franchement, le bouche-oreille va fonctionner, ça c'est certain. Et il faut sortir un petit peu de ces... je trouve pas mes mots, je suis très émue, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je sais, vous, Agnès, vous avez eu l'occasion de le dire. C'est important parce que le dernier des Juifs, je crois que je l'ai vu, je ne sais plus, dans le film Shoah d'ailleurs, mardi 30 janvier, France 2, en prime time, 9h30 de diffusion à la télévision française. Il faut regarder Shoah. Nous, on l'a vu en 2 parties au Centre Pompidou en novembre et décembre, parce que je me refusais de le regarder à la télé, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. D'accord? Donc, tout ça est très important. Il faut arrêter les amalgames et tout ça. On est dans une question précise, du contexte précis. Moi, je ne suis pas loin non plus, je suis à côté de Montreuil. La synagogue de Bagnolet, je ne la connais pas. Il y a des choses quand même qu'il faut savoir dire. Il faut savoir les écouter, les partager. Et c'est vraiment super, le discours, les discours des uns et des autres, des interlocuteurs, mais ça fait chaud au cœur de les entendre. Et pourvu que ce soit comme ça dans la vraie vie, parce que malheureusement, des fois, c'est... Voilà. Donc, très bien. Maintenant, il faut continuer. Vous voulez qu'on vous parle de la sortie de ce à quoi Agnès a fait allusion sur la distribution du film? Oui, je vais arrêter parce que je monopolise le micro. Merci beaucoup. Merci. Oui, le film sort dans le contexte qu'on sait. Donc, cette date, en l'occurrence, était fixée depuis un moment. Et donc, suite au 7 octobre, on s'est assis avec les distributeurs pour parler de la sortie, de ce qu'on faisait, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on repousse. Alors bon, si on repousse après quoi, quand il n'y a plus d'antisémitisme, bon, c'est pas forcément le calcul commercial le plus prometteur. Si on attend la paix au Proche-Orient, on est un peu battu, je crois. Donc on a décidé de maintenir. Et effectivement, forcément, le film provoque une forme de fébrilité, quoi. Le titre aussi. En réalité, il y a quand même eu 2 moments, parce que il y avait ce moment où les distributeurs appelaient les salles en disant voilà, on va sortir un film qui s'appelle Le Dernier des Juifs, donc ça suscitait quand même un peu des interrogations. Et il y a le moment où on a sorti la bande-annonce et l'affiche, et où quand même ça éclaire sur la nature du film. Et voilà, et un titre, c'est comme un chapeau, il faut le voir porter. Donc ça a beaucoup, je pense que ça a aussi détendu, et puis aussi, enfin, c'est des remarques qu'on nous fait, c'est des inquiétudes que les gens ont uniquement avant d'avoir vu le film. Et nous, je sais pas Agnès, tu veux dire un mot là-dessus sur le fait de sortir le film en ce moment? Je pense que c'est au contraire très important de le sortir maintenant.
enfin, de sortir de toute façon, et de ne pas effectivement attendre je ne sais quel apaisement. Et puis c'est important. Moi, c'est vrai que j'ai lu le scénario par ça avec fébrilité et avec inquiétude. Et à un moment, je me suis dit, si on laisse ces sujets uniquement à Zemmour et à l'extrême droite, c'est embêtant. Il faut qu'on s'en empare aussi, il faut qu'on puisse en parler aussi, et puis et qu'on puisse se parler sans être forcément dans l'invective et dans voilà, choisir un camp et tout mélanger. La force de ce film, c'est aussi qu'il est drôle, et qu'il est drôle parce que sur un sujet qui ne l'est pas, c'est sûr, et sur l'absurdité, sur une situation tellement absurde, puisque en plus c'est les Juifs d'Afrique du Nord, je le suis aussi, et que on a tellement de choses en commun, les gens d'Afrique du Nord, et les Juifs d'Afrique du Nord, et les musulmans d'Afrique du Nord, que c'est complètement hallucinant qu'on puisse en arriver là. À ces tensions, à ces juifs qui sont par centaines de milliers. Et donc il faut pour en parler. Moi, c'est vrai que j'étais dans une sorte de déni vis-à-vis de ça. Je trouvais un quartier très privilégié à Paris, et puis voilà, j'avais pas. Puis je crois que j'avais pas envie de le savoir. J'avais pas envie de voir cette réalité et de voir ces séparations qui peuvent exister et qui existent. Il y a aussi de moins en moins d'enfants juifs dans les écoles publiques. Il y a aussi beaucoup de moins en moins de professeurs juifs. Enfin voilà, il y a quand même. Et puis il y a des menaces et des actes antisémites malheureusement toujours. Donc il faut en parler. Voilà. Il faut en parler évidemment sans faire d'amalgame, c'est toute la difficulté. Et c'est parce que la majorité des musulmans sont pas comme ça, ça existe aussi. C'est difficile, et en même temps, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de pouvoir discuter ensemble, voilà, de pouvoir nommer les problèmes pour les affronter, pour les dépasser. Une question de monsieur et une question de vous. J'hésite un peu parce que ça décidait ce qui vient d'être dit, mais je me posais plusieurs questions. L'une des dernières scènes de Michael et Michel On va près du micro, comme ça. Michael, avec la mexicaine, ça lui va très très bien. Et la question que je me posais derrière, c'était les cheveux. Alors ça c'est vraiment super. Est-ce que... Alors, il y a deux questions, et peut-être une question sur une suite aussi, éventuellement. Hier, il en a fait 9. Il va où? C'est vraiment la question que je voulais justement précisément se poser. Il va où, et quelle pourrait être une suite ou un flashback ou je sais pas. Moi je vois plein d'ouvertures à ce film. Mais voilà, j'avais envie de poser la question. Bah, c'est vrai, c'est très tentant. Je me disais ça, je me disais qu'on pouvait faire comme Martine. On pourrait l'amener à la plage, faire le sport d'hiver. J'ai l'impression qu'il va tout le temps se passer des choses. Alors après, ce sera peut-être pas sur le même thème, mais ce sera intéressant quand même. Et oui, il va où? Bah, j'ai bien choisi ce plan final pour pas avoir à répondre à cette question, évidemment. Sachant que je pense que ce qui ressort, enfin ce que j'espère qu'on ressent à la fin, c'est que où qu'il aille, ça va aller quand même. C'est à ça que sert la scène du Krav Maga, c'est à montrer qu'en fait il a l'air comme ça très vulnérable, mais en fait il est un peu invincible et un peu miraculeux, ce personnage. Et donc voilà, ça semblait tout à fait logique de terminer avec une valise. Et puis évidemment ça renvoie aussi à tous ces films. C'est souvent des types avec des valises. Et il y avait la coupe de cheveux. Alors, Michael, parle-nous de cette coupe de cheveux. Le personnage était très libre. Il a vers Grenoble. Enfin, c'est que je me l'imagine, il va de Grenoble travailler dans une librairie.
Ça sera monté. Il va pas faire le Mossad comme on dit dans le film, c'est pas vrai, il va travailler dans une librairie d'une pote, voilà, à Grenoble, et c'est très bien comme ça. Très bien comme ça. Et la deuxième question, c'est pourquoi je me suis fait une coupe. Les cheveux raides dans le film. Non, est-ce que tu as l'intention de te faire les cheveux raides à la lumière comme ça va se passer? Oui, j'ai l'intention. Mais peut-être à propos de... Je rebondis sur le Transvaga, après je vous passe la parole. Il y a une question qui est aussi ancrée dans le film par la question de la violence qu'il y a plutôt en chant, plutôt en off. Et, en fait, je me permets de te citer dans le deuxième fois, je crois que tu parles de la violence au cinéma, où tu dis que même si elle est immorale, elle est toujours héroïque et que c'est quelque chose que tu voulais éviter. Enfin, peut-être Ouais, tout à fait. paraphrase un petit Enfin, peu. ouais, pardon. Peut-être aussi dans le choix, évidemment, du genre de film, etc. Savoir comment toi, tu avais abordé cette question-là, donc les tags, les réactions violentes des voisins, mais qu'on voit toujours un petit peu à côté. Il y a deux aspects. Il y a d'une part, je m'étais un peu fixé cette règle, donc le film est très documenté. Et cette documentation a pris la forme de rencontres avec plein de gens pour entendre leur expérience. J'ai fait ça avec Elie Benchimol, qui est ici, mon collaborateur artistique. Et on a rencontré plein de monde. Je m'étais un peu fixé comme règle que tout ce qu'on verrait à l'image dans ce film serait des choses qu'on nous aurait racontées. À minima, lu, il y a peut-être un ou deux trucs que j'ai lus, qu'on n'a pas raconté, j'avoue. Mais donc, ça, c'était une première règle. Et puis sur la question de la violence, en effet, en réalité, à l'époque, quand j'ai écrit le film, c'était pas très clair pour moi, mais j'avais un peu ce sentiment de pas croire que la violence pouvait occuper cette place-là dans le film, en tout cas d'avoir cette intuition que la violence ne pourrait pas être explicite. Et effectivement, en y réfléchissant après, je me suis aperçu que je pense, aujourd'hui ce que je crois en tout cas, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, le cinéma glorifie toujours la violence. Il y a des films comme ça qui prétendent dénoncer la violence en la décrivant ou en l'opérant. Et en réalité, je crois que c'est une escroquerie. En fait, je crois que quand on produit de la violence à l'image, au cinéma, en fait, on la glorifie. Et donc, mettre de la violence dans le film, ça aurait été glorifier une violence antisémite. Ou alors, il y avait un autre schéma narratif qui consistait à avoir la violence antisémite, puis derrière de la vengeance, avec encore de la violence, etc. Et en fait, je pense que tout ça est dangereux. Juste que... C'est tellement juste que je crois savoir que les films de guerre américains notamment, et même qui dénoncent l'armée ou la guerre, sont coproduits, financés par l'armée américaine. C'est pour dire que effectivement, de toute façon, il y a ce... Je suis complètement d'accord avec vous. Oui, non, bien sûr, je pense ça. Je pense en tout cas qu'on a... Après, moi, il y a plein de films violents que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est l'hypocrisie. C'est de dire que grâce à... Oui, regardez, en fait, je montre cette violence, mais au fond, ce que je fais, j'ai une posture morale parce que, au fond, je montre qu'elle est vaine. Et je ne crois pas à ça. Je pense que c'est des justifications malhonnêtes ou naïves, au mieux. Et voilà, et donc je ne voyais pas de la violence se manifester explicitement. Pour autant, c'est marrant parce que par exemple au montage, etc., les discussions qu'on avait, c'est que les gens vivent quand même des choses qui sont pourtant au final assez anodines, les vivent de façon très violente. Le type qui refuse d'entrer chez eux à cause de la mezouza, les gens en parlaient comme d'une scène violente. Enfin, on parle comme d'une scène violente parce que la violence est d'une autre nature en fait, et quelque part ça suffit. Voilà. Donc là, ça crée un personnage qui répond à Vaga par un bisou pour résumer. Absolument. Et ça, c'est une scène de clown que Michael a répété et chorégraphié avec un formidable comédien qui s'appelle Léo Antonin Lutin. Je pense à lui d'ailleurs parce que je l'ai vu jouer à côté au théâtre de Montreuil. Et donc voilà, ils ont écrit cette scène et c'est eux qui ont eu cette idée du bisou par exemple. Alors, moi je voudrais m'adresser à Agnès Jaoui, que j'ai vue à Noisy-le-Sec, dans une salle de spectacle qui s'appelle Les Bergeries. Elle était dans son salon avec Alice Pagard, que je connais bien aussi.
Et donc, j'ai reconnu Noisy-le-Sec, justement, la médiathèque, la salle des bergeries. Est-ce que vous avez tourné la majorité du film à Noisy-le-Sec ou ailleurs? Parce que dans le gymnase, on voit Noisy-le-Sec. Le marché. Oui, et au début, j'ai cru que le marché, c'était à Sarcelles. Donc, c'était peut-être pas ça, mais est-ce que vous pouvez expliquer le choix de Noisy-le-Sec qui est montré à pas mal de moments du film? Je dis juste, une question pour Noé, que madame l'a vu dans un spectacle qui s'appelle Dans mon salon, pas Dans mon salon à Noisy-le-Sec. Je m'invite à Noisy-le-Sec. Et voilà, ce spectacle est fond. J'invite les gens dans mon salon pour reconstituer. Et oui, la question de Noisy-le-Sec, en fait, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs qui me disaient qu'ils étaient avec lesquels j'entendais une grande nostalgie du quartier qu'ils avaient quitté, quand ils avaient dû le quitter. Et donc c'était une émotion que je voulais qu'on retrouve dans le film, je voulais qu'on ait du mal à partir en fait. Mais pour autant, je voulais quand même que ça soit vraiment un quartier populaire, une cité, quoi. Et donc j'en ai visité pas mal. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que quand les cités qu'on a l'habitude de voir dans les films, et c'est souvent les grands ensembles faits tout d'une main, avec comme ça une forêt de fenêtres, et en fait il y a quelque chose d'assez oppressant, et puis en plus c'est des images qu'on assimile déjà à tout un cinéma sur la cité qui en général est un cinéma violent, etc. Et quand on est arrivé à Noisy-le-Sec, ce que j'ai trouvé formidable d'abord c'est le marché sur lequel commence le film, et en vérité c'est un village, tout cet endroit, quoi. Et on a un sentiment, ça vit énormément, et puis il y a des commerces, et puis les bâtiments font pas tous la même taille. On n'a pas l'impression que c'est une personne qui est arrivée et qui a dit bon non, on va mettre 7000 personnes ici, et ils vont tous vivre la même vie, qui était un peu des gestes un peu délirants de l'architecture des années 60. Noisy-le-Sec, il n'y a pas ça, c'est de l'habitat qui date de la même époque. Je ne connais pas l'histoire d'ailleurs de la ville, je n'ai pas eu la curiosité de me renseigner, c'est un peu... Je reconnais. Mais voilà, les bâtiments sont pas la même taille, ils ont des couleurs différentes, etc. Et je trouvais qu'à l'image, ça rendait un endroit plus beau, quoi, et chaleureux. Bien près de la bouche. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la représentation dans le film, le choix de la famille monoparentale pour pouvoir faire extrêmement tard, moment dramatique, je veux dire, mais qui casse vraiment le cliché, on va dire, de la communauté juive qui souvent est représentée très solitaire, avec toujours plein de gens autour de nous. Là, on voit un cousin, c'est tout. Donc, est-ce que c'est un choix ou c'était pour casser cette image qui aujourd'hui n'est plus une réalité, et aussi effectivement dans les banlieues, il y a aussi dans les familles juives ou pas des gens isolés, malades, et est-ce que c'était un choix délibéré de votre part? Ouais, c'est plusieurs choses à la fois. Je pense que d'abord il y a une intuition, il y a l'intuition que ce personnage de Belisha, étant donné sa personnalité, étant donné qui il est, cette idée qu'il vit seul avec sa mère me semblait cohérent. J'arrivais à me raconter cette histoire. Parfois on fait des choix quand on écrit qui sont purement intuitifs, de cette nature-là. Et puis il y a aussi le fait que plusieurs personnes qu'on a rencontrées, en fait alors après on bascule un peu dans la sociologie, mais ce qui est vrai, c'est que dans les cités, en l'occurrence, il y a beaucoup de familles monoparentales, parce que c'est... pour des raisons que je ne serais pas capable d'expliquer d'ailleurs. Et donc il y avait un peu ce truc-là aussi. Et ensuite bon, c'est quand même... Ce qu'on raconte, c'est quand même une famille isolée, c'est le dernier des Juifs, le titre du film. Donc et il y avait une logique à ce qu'effectivement on les sente dans une citadelle, quoi. Après, moi, ce que je me racontais dans ma tête, c'était que Gisèle s'était fâchée avec tout le monde. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce magnifique film. Je rejoins effectivement le côté un petit peu Jacques Tati pour le village, qui commence au début, c'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Le côté aussi absurde et poétique du personnage qui rejoint un peu Peter Sellers. Je trouve qu'il y a
côté un petit peu isolé dans ce monde. Mais je trouve que c'est au-delà de la question de l'antisémitisme, je trouve que c'est un très beau film sur le départ et sur la relation entre la mère et son fils. Parce qu'en fait, on ne connaît pas le passé, on ne connaît pas le futur, mais c'est une bulle sur cette dégradation, cette maladie et ce départ progressif. Donc je trouve que c'est un très beau film sur cette relation-là. Et je voulais vous demander à tous les deux comment vous aviez construit cette relation pour ce film. Merci. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. C'est un film sur le livre, c'est un film sur il reste une culture et comment ça se transforme ou pas. Je pense que vous avez compris qu'en rencontrant Michael, on est d'aimer et que c'est extrêmement facile de se sentir sa maman, d'avoir envie de le protéger, d'avoir envie de... Enfin voilà. Et puis bien sûr on a répété avec Noé, avec Michael et voilà, je crois que... Ce qui s'est passé, c'est que quand on voit Agnès, on a envie d'être son fils. Et puis en vrai, je crois qu'on s'est... Enfin, se raconter, c'est-à-dire que c'est bizarre parce que si on ne se raconte pas des choses sur quand on a des relations, tiens, lui, ça va être mon ami, j'ai envie de me raconter. Enfin, c'est comment ça s'est créé après sur le plateau. En fait, je pense qu'il y a des choses... Enfin, je sais pas, sur les tournages, je sais pas, il y a un truc où il y a un côté humain où il faut laisser la magie faire le truc, quoi. Enfin, faut laisser le... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, non, mais toi, t'as les répètes, on a les dialogues et tout, puis après, t'as la relation mère-fils, enfin, tout ça qui s'écrit pas, qui se prépare pas. C'est du feeling et du... comme dans la vie, quoi. Et avant de passer la parole à monsieur, juste pour compléter, c'est pas vraiment une question, mais c'est ce que je trouve assez bouleversant dans le film, je pense que peut-être pour chaque spectateur, il y a un moment différent. On comprend que son départ ne peut pas être le départ de la cité, mais le départ dans le bas. Et moi, ce moment où j'ai compris que c'était de ça dont elle parlait, ça m'a vraiment bouleversé. Je me dis que peut-être, en fonction de chaque personne, ça arrive à un moment différent, et ça, c'est assez beau. Oui, bien sûr, c'est vraiment un film sur comment c'est possible de vivre sans sa mère. Monsieur. Oui, bonsoir. D'abord, je vais poser une question à Agnès Jaoui. Bonjour Agnès. Je ne comprends pas pourquoi, tout à l'heure, quand vous êtes présenté, quand vous avez parlé, vous avez dit c'est la première fois que je fais un film raciste, ou je suis raciste. Je ne vous ai pas vu raciste. Non. Je vous ai vu plus nostalgique dans Affaire des Juifs que de voir arriver des Arabes. Et des Noirs. Mais après, c'est vous qui... Ma première phrase, il y a de plus en plus de noirs. Enfin, c'est-à-dire que je vois les gens quand même. Et après, je demande de pas épouser un arabe. Un peu du racisme. Ouais. J'ai eu un mot comme ça. Non, mais là où je comprends ce que vous dites, c'est que justement, elle est raciste sans être raciste. Et sans, enfin, voilà, elle débite des clichés sans même réfléchir. Et qu'à côté de ça, on voit que 2 minutes après, elle rencontre une femme d'origine maghrébine et qu'elle est trop contente de la voir. Et puis qu'elle dit, ah, ça me rappelle quand on est bien, on est comme chez nous. Et ça lui rappelle le Maghreb où elle était en train. Mais justement, c'est la force de ce film, c'est de montrer tous ces clichés que chaque communauté, comme on dit, trimballe les unes sur les autres, chaque a priori, chaque préjugé, et que très souvent c'est vite derrière, ça ne veut rien dire. Et de la même façon que tu dis, bah, j'aime pas trop les juifs, mais toi je t'aime bien, et après on se rend compte qu'il n'en connaît pas d'autres en fait, donc etc. C'est vraiment le grand talent de ce film. On va dire que le personnage est totalement Dalai Lama quand même. Alors, au passage, j'ai été très surpris de le reconnaître à un qui Maurice, tout début, celui qui ferme la boutique, et Josette, sa sœur. Voilà. Maurice et Josette. C'est donc Maurice qui joue l'épicier au début, l'épicier qui ferme. Et en fait, c'est le frère de la dame de l'agence juive, Josette. Et tous les deux tiennent une brocante. Ils tenaient, je crois. Pardon? Ils tenaient, non? Oui, ils tenaient. Enfin, je crois qu'ils ont déplacé maintenant. Ils sont vers Père Lachaise.
C'est Ellie qui allait dont je parlais tout à l'heure, qui est là, qui est toujours là, qui n'a pas bougé, qui non seulement a travaillé à la recherche pour le film, mais aussi a fait ce qu'on appelle du casting sauvage, pour essayer de trouver, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, avoir comme ça des acteurs qui viennent de différentes traditions de jeu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bah, moi, je voudrais vous poser une question à Inès, parce que je revois, c'est marrant, surtout des autres dialogues par rapport. J'ai pensé à Bakri. Dans les dialogues, est-ce que vous avez pensé à ça quand vous faites certains dialogues, 7 heures sorties, j'ai pensé à Bakri tellement c'était fort et avec beaucoup d'humour. Monsieur, la bière, ça va pas être possible. Plusieurs fois, les gens nous ont dit que ça leur rappelait les films qu'on faisait avec Jean-Pierre Bacry. Ça me fait très plaisir. Je pense qu'il aurait adoré ce film. Et moi, ça m'est arrivé une fois, il y a une réplique sur laquelle j'ai entendu. Je sais pas si je t'avais dit. C'est quand l'électricien rentre pas et que Gisèle est en train de faire son puzzle et là toute cette réplique là, tout ce moment-là, j'ai vraiment entendu quelque chose. Ils deviennent fous tous. Un truc là. Tout à fait ça. Exactement. Madame, Bonsoir. parlez bien près du micro. Alors. Peut-être vous donner une chanson qui connaît. c'est des micros spéciaux. C'est la vague, c'est le micro. Ah, pardon. Ah, les Par micros. contre, il faut parler bien. Il faut se coller au micro de la personne précédente. Les micros de la personne, ça parle. Allez-y, oui, c'est bon. Par rapport à l'écriture du scénario, les narrateurs étaient déjà présents ou c'était après, lors du montage, que vous avez mis les narrateurs de l'histoire? Ah, la voix off, ouais. Non, la voix off était présente au scénario. Elle est intervenue à un moment où en fait j'ai un copain qui m'a dit, j'avais fait lire le traitement, donc un résumé du film comme ça, un peu une vingtaine de pages. Un copain, il m'a dit, mais ton film, il est pas assez séfarade, alors que tu parles des séfarades et tout ça. Et il m'a dit, mais tu rates l'emphase en fait. Et il m'a parlé d'un oncle à lui qui lui a écrit des cartes postales où il lui écrit des trucs pas possibles, où il dit, mais un jour ton nom sera dans les journaux du monde entier, des trucs. Et il m'a dit, et ça, il y a quelque chose à faire là-dessus, il faut rattraper ce ton-là. Et ça m'a évoqué Albert Cohen. Et donc j'ai écrit la voix off du film comme un pastiche d'Albert Cohen. Et par ailleurs, ensuite, ce que ça a permis, je crois, c'est que le film est très modeste, je pense, avec le chef opérateur qui est là aussi, Boris Lévy. On a voulu faire un film. On a voulu faire un film avec une image, modeste, vraiment à l'endroit des personnages qui sont eux aussi des gens assez modestes quelque part. Et ce qui marche, je pense, avec cette voix off, en tout cas ce qui était cherché, c'était qu'avec un style très littéraire comme ça leur donne une forme de dignité paradoxale. Donc c'est l'histoire d'un petit mec, mais c'est raconté avec les grands mots, quoi. J'aime bien ce contraste, cette ironie comique qui me plaisait. On a le temps de prendre encore 2 questions, donc c'est le moment. Après, vous allez regretter. Plus là-haut, et je vous laisse réfléchir quand il faudra poser la dernière. Bon, j'ai pas de questions, c'est juste personne n'a fait de commentaire sur la jeune femme qui joue la maîtresse du personnage. Elle est extraordinaire et c'est impressionnant. Alors ma question est toute idiote, est-ce que c'est une comédienne professionnelle ou est-ce que vous avez casté, comme vous dites, de manière sauvage? On ne voit qu'elle, enfin on ne voit pas qu'elle, tout le monde est formidable. Vous êtes tombé amoureux. Ouais, je suis tombé absolument amoureux de cette. Elle est extraordinaire, je ne sais pas c'est qui, enfin parlez-nous d'elle. Vous ne croyez pas si bien dire. Oui, en fait, en plus, c'était un personnage c'est le personnage que j'ai eu le plus de difficultés à caster. Je termine pour dire qu'elle, pardon, ce personnage est magnifiquement écrit. Quand on découvre à la fin qu'elle est mariée, c'est tellement drôle. C'est un magnifique, vraiment belle écriture. Merci beaucoup.
Et donc, oui, j'avais beaucoup de difficultés à caster ce personnage. D'abord, c'était censé être une femme plus âgée qu'Eva. Et puis, je sais pas, à chaque fois, les profils que je trouvais... J'arrivais pas, je voulais quelque chose de très facétieux, vous voyez, je voulais quelque chose qui soit... une relation qui soit très joyeuse, comme ça, très érotique, mais légère. Et puis, je sais pas, ça m'amenait toujours ailleurs, je trouvais pas ça. Et j'ai vu Eva dans un court-métrage qui s'appelle Le Roi David, dans lequel elle est formidable, que je vous recommande absolument. Et court-métrage que j'ai regardé une dizaine de fois, parce qu'il était intéressant de plein de points de vue, mais notamment elle qui avait cette présence dingue. Et donc on l'a vu en casting, et puis en fait je lui ai proposé le rôle tel qu'il était écrit, mais elle l'a joué elle, sans que vraiment on change grand-chose. Et pour le coup, on a fait des répétitions avec Michael et Eva, et il y a vraiment eu une de Michael et Eva suite aux répétitions. C'est la scène du suçon où ils font les filtres. Et c'est un moment magique pour nous, parce qu'en plus les filtres, c'est eux qui le font quand ils sont en train de le faire, et ça tombe parfaitement, c'est vraiment hyper drôle. Et j'adore cette scène, parce qu'évidemment c'est celle dont je suis le moins auteur, donc c'est celle qui me plaît le plus. Et oui, Eva, et puis elle tourne beaucoup en ce moment, je suis sûr qu'on a beaucoup à voir. Bonsoir, et bonsoir tous les trois et toute l'équipe du film qui est dispersée dans la salle. J'ai l'impression que vous êtes nombreux, merci. D'abord, moi je voulais faire un parallèle en ce que vous avez dit tout à l'heure sur la violence. J'apprécie aussi de ne pas avoir vu le sexe de la même façon, parce que je trouve que c'est pareil, il y a la même hypocrisie là-dessus. On n'a pas besoin de voir tout, on imagine très bien ce qu'ils ont fait et comment ils peuvent voir d'après. Merci pour ça aussi. C'est très ennuyeux en plus. Voilà, il y a les deux sujets dans le cinéma un petit peu trop souvent, et merci d'avoir eu la même, je vais dire pudeur dans ce cas-là, mais c'était appréciable aussi, on n'avait pas besoin des images. Et puis j'avais une autre question à vous poser qui était le parallèle qu'on peut faire entre le désir d'exil que la maman exprime et la mort en fait. Parce qu'à un moment dans le film, le fils dit « Moi j'ai pas peur, tu peux partir » et c'est là qu'elle part. Et il y a quelque chose de très vrai sur la mort. Est-ce que c'était présent dans l'écriture ou est-ce que c'est arrivé en cours de route? Parce que je ne sais pas combien de personnes dans la salle ont perdu des proches, mais souvent les gens partent quand on les autorise à partir. Et là, il y a quelque chose de ça qui est très vrai aussi, très humain dans le film. Oui, tout à fait. C'est vraiment un film... je ne sais pas si on s'en rend compte comme ça, mais c'est vraiment un film pas du tout... avec une écriture qui est quelque part pas du tout scénaristique. Vous voyez, c'est pas dans le sens où c'est pas d'habitude au cinéma on adore avoir des récits avec des objectifs et puis le personnage veut un truc et puis finalement il se dit ah non en fait au final c'est pas ça que je voulais autre chose, ça change. Et à la fin il a appris plein de trucs. Et là c'est pas trop ça, là c'est un type qui fait semblant de vouloir quelque chose pour sa mère et puis en fait il essaye de l'obtenir entre guillemets le départ, mais en fait il l'essaye pas vraiment et puis à la fin il a pas vraiment appris un truc et entre temps sa mère est partie. Et tout ça pour dire que c'est un film que j'ai écrit de façon très intuitive. Donc je peux pas... cette idée que l'exil, ce parallèle entre l'exil et la mort d'un proche, il s'est révélé en écrivant. Et il s'est imposé assez naturellement. Et je ne sais pas ce que j'en pense en fait. Non, mais je suis d'accord avec vous, moi je comprends très bien ce que vous voulez dire aussi, en tout cas en jouant cette scène, le moment où justement il dit faut pas avoir peur pour moi parce que ok je suis pas le plus fort et tout mais les gens m'aiment bien. Et moi ça me bouleverse complètement, d'ailleurs on peut le dire, on a pleuré à chaque prise. Mais réellement, voilà. Et je trouve que c'est aussi toute la beauté de ce film, de montrer la force de la faiblesse, enfin la force d'un personnage qui n'est pas justement un super-héros
qui tue tout le monde avec des gros muscles et des grosses mitraillettes, mais effectivement, et c'est vrai, dans la vie, on veut toujours être performant, mais la plus grande des forces, c'est d'être aimable, et c'est la force de ce personnage, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me disait ça, ça me foutait par terre, et c'était bon, c'était trop bien. Je crois que ça vous a plu. Parlez-en autour de vous et puis éventuellement on vient voir parce que c'est un dans quel ordre de faire. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je compte sur vous pour dimanche avec les photos. Et Marie-Hélène Cohen-Stein, merci de votre présence et merci à l'équipe du film. Et vous pouvez à nous applaudir.